pour la deuxième partie de cette matinée, nous avons la chance d'accueillir Fabrice Hibert. Fabrice Hibert est un très très grand artiste que j'ai rencontré en 1997 à Venise. Moi, j'étais conseiller culturel à Rome et lui, c'était l'artiste du pavillon français de la Biennale de Venise. Et Fabrice a eu cette année-là le Lion d'or de la Biennale de Venise. Donc nous nous connaissons depuis longtemps, puisque le temps passe vite. Cette distinction a été à l'origine d'une extraordinaire carrière internationale, parce que Fabrice est un peintre très productif, on dira, avec beaucoup d'imagination, mais c'est un artiste qui est aussi un scientifique. Alors, vous donnerez plus de détails sur votre formation ou votre passion pour les sciences, sans doute la biologie, les sciences naturelles, enfin les mathématiques, voilà, les mathématiques mènent à tout, comme le grec et le latin, finalement, puisque je suis là avec vous aujourd'hui. Et il travaille énormément, essentiellement sur la thématique de la nature. Vous avez certainement vu cette extraordinaire exposition qui a été faite à la Fondation Cartier au printemps dernier, qui était tout à fait remarquable. Et à Chaumont-sur-Loire, ça faisait un certain temps que nous avions envie de travailler ensemble. Et donc, certains d'entre vous, pas tous, mais vous avez encore le temps, peuvent aller voir son exposition qui s'appelle « Sous la forêt des vies ». Donc, je ne vais pas décrypter et dévoiler ce que vous allez sans doute dire, mais ce qui se passe sous la terre vous intéresse énormément. Donc, je dirais juste un élément supplémentaire, c'est que Fabrice a planté une forêt. Semé. Oui, c'est ça, mais j'allais dire les détails. Oui, c'est vrai, il y a une différence, c'est grande. A semé une forêt extraordinaire sur les terres de ses parents. Oui, je donnerai oui, plus mais de détails. Oui, je ne veux pas tout dire, je ne veux pas décrypter. Je vais donner envie, moi, c'est juste mon rôle. En fait, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait semé une forêt. Et elle est exceptionnelle. Je l'ai vue, j'ai visité cet été. C'est incroyable. Moi, je pensais qu'on plantait Au début, moi, je voulais planter des grands arbres dans mon expérience par rapport au végétal. C'était une mauvaise idée. Mais on peut toujours évoluer et progresser, Monsieur Lenoir. Après, mais ça fait longtemps, je parle d'il y a longtemps. Après, je disais, il faut planter petit. Et alors maintenant, je vais passer à la phase supérieure. Il faut planter des graines bien enterrées. Mais bon, il le dira beaucoup mieux que moi. En tout cas, cette forêt est magique. Il y a plein de projets extraordinaires là-bas parce qu'il est d'une inventivité phénoménale. Donc, je vais lui passer la parole, mais je le remercie infiniment d'être là. Voilà, Fabrice, pardon, j'ai trop parlé. Ah non, c'est très bien. C'est moi. Hop, j'ai mon petit micro aussi. Merci beaucoup, Chantal. Et merci beaucoup de m'accueillir ici. Je suis très intimidé. et en fait, donc avec l'idée, ici, quand j'ai entendu le titre « L'unité du vivant », j'ai tout de suite pensé au mot « entier ». Je ne sais pas pourquoi. Entier. Et entier parce que justement, l'unité, l'entièreté, tout ça, et ça m'a fait penser donc j'ai appelé ça l'entier, puis après j'ai essayé de mettre, pour vous montrer des choses autour de d'essayer de retrouver chez moi, dans toute ma fabrication, parce que moi je suis artiste, donc je fabrique mon monde, mon biotope autour de moi, avec les objets, avec toutes mes attitudes, mes comportements. Et en fait, j'ai essayé de retrouver des éléments qui vont vous faire, j'espère vous faire comprendre comment j'essaie d'absorber toutes les fonctionnalités de mon corps, de toutes les possibilités autour de moi. Comme quand on fait de la pâte, par exemple, on met de la farine, on met l'œuf au milieu, puis avec l'œuf, on prend tous les morceaux de la farine autour. C'est un peu ça, l'idée. Donc l'idée de l'entier, ça m'a rappelé L'entier, c'est exactement le titre d'une œuvre que j'avais fait à Arles, un ensemble que j'avais fait à Arles en 2016, où on m'invitait dans une exposition où je suis arrivé le matin, et puis l'exposition était le soir. Je me suis dit, bon, je parlais de ça, je me parlais de comment c'est quoi cette histoire de l'entier? Qu'est-ce que c'est une forme entière? Est-ce que c'est un corps? Est-ce que c'est le corps avec tous ses comportements, le corps avec toutes ses ondes, toute cette matière autour, toutes ces choses-là? Donc j'ai fait des ensembles de dessins. Ça, c'est une forme que j'utilise très souvent depuis le début, c'est-à-dire de faire de storyboard
de dessins sur lesquels où j'amalgame toutes mes idées, quelquefois des idées très scientifiques, quelquefois des idées très poétiques, quelquefois farfelues, quelquefois, mais tout est possible. Et ça, c'est une qualité quand on est artiste, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut en 2 dimensions, c'est génial. On écrase tout le monde en 2 dimensions, et ça peut être 12 dimensions, et hop, on l'écrase. Et ça, c'est une qualité. Là, je vous ai montré un autre, j'ai ramené un autre dessin qui est un de mes premiers dessins, qui appartient à Beaubourg d'ailleurs, qui est, j'ai imaginé quand j'avais 20 ans, 81, j'ai imaginé qu'on pouvait transformer le monde entier en un fil. Et que c'était peut-être une autre façon de voir le monde. Et parce que le monde rond, le monde global, le monde globe, le tube et tout ça, toutes ces choses-là, peut-être que c'est un monde juste une matière et on fabrique, avec toute cette matière du monde, on fabrique un seul fil. Et j'ai calculé la longueur du fil avec la densité. Voilà. Donc sur ce dessin-là, il y a la longueur du fil exacte avec la densité, tout ça. Voilà. Ça, c'était une œuvre comme ça. Donc je commençais déjà à mixer à la fois mes interrogations scientifiques, le mélange avec le dessin, trouver des formes. Un autre tableau ensuite, c'était mon premier tableau, c'était 1 mètre carré de rouge à lèvres. Parce que je voulais mesurer la beauté. Je voulais mesurer, le montrer surtout, et la matière. Et puis après, il y a une histoire aussi avec les icônes. Parce qu'en fait, très vite, j'essaie d'embrasser toutes les possibilités autour de mes œuvres, autour des sciences et tout ça. Et donc, le mètre carré de rouge à lèvres, c'était 1 mètre carré couvert de rouge à lèvres. Donc, c'est une matière qui ne sèche jamais. Et il fallait que au départ, il fallait que je trouve le moyen de couvrir ce mètre carré de rouge à lèvres. Donc, je suis allé dans un magasin. Je n'avais pas d'argent, donc j'ai acheté un tube de rouge à lèvres et j'ai couvert un morceau de bois pour savoir combien était j'ai toujours le morceau de bois d'ailleurs, combien était la surface d'un mètre carré d'un rouge à lèvres. Donc c'était pas très grand, ça faisait grand comme ça. Et donc j'avais calculé qu'il m'en fallait une vingtaine. Donc j'avais demandé à une entreprise, donc hop, j'ouvre un autre volet dans l'activité de l'artiste, parce que l'artiste en général, à l'époque, il était planqué dans sa mansarde, il sortait pas beaucoup. Et tout d'un coup, je suis allé voir une entreprise, j'ai envoyé un courrier à une entreprise de rouge à lèvres et ils m'ont envoyé 20 tubes de rouge à lèvres. Donc j'ai dit, s'il y a des choses possibles. Et donc j'ai couvert ma première... Et donc c'est ma première peinture et mon premier partenariat, donc c'est ce que j'ai marqué là. Ensuite, j'ai essayé d'embrasser encore d'autres formes. Par exemple, celle-ci, la plus belle d'Europe. Moi, je suis né en Vendée, à côté des Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne, c'est la ville où il y a un musée d'art contemporain, un des premiers musées d'art contemporain importants, où il y avait des œuvres de support surface, Gaston Chessac, Victor Bronner. J'avais même vu, quand j'avais 14 ans, un pliage de Sol Lewitt, un papier plié, des choses complètement... Enfin, quand on est gamin, on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne comprend pas, on ne sait pas quel mot parler. Et d'ailleurs, après, juste quelques années après, j'avais vu aussi au Beaubourg, en 77, à l'ouverture de Beaubourg, des œuvres de Yves Klein, vous savez, l'éponge bleue, et puis de Joseph Beuys avec la peau, sur la peau du piano qui absorbait, en feutre, qui absorbait peut-être le son. Et donc toutes ces œuvres-là, je savais pas, c'était impressionnant, et je ne savais pas comment le décrire. Donc il fallait que j'ai l'expérience de tout ça, pour comprendre comment ça se passait. Donc j'ai essayé toutes les possibilités. Et là, ce tableau-là, qui est la plus belle d'Europe, à cause des Sables d'Olonne, c'était un endroit que j'aimais beaucoup, à cause de tout ça. Et puis, et puis même quand il pleut, au Sables d'Olonne, il fait beau. Donc c'est pour ça que j'ai fait un ciel bleu. Mais avec des références, avec des peintures de Picabia, des choses comme ça. Donc voilà, j'augmente. Un autre tableau, 85 aussi, qui s'appelle Pluie. C'est un tableau qui... je voulais représenter la pluie, parce que la pluie, c'est pas une chose facile à peindre. Même en photographie, c'est pas simple. Enfin, même, c'est une chose qui... L'impression de la pluie, c'est une chose qui n'est pas... pardon ? Comme le vent. Oui, c'est ça. Et en fait, toute donc, j'ai commencé à peindre la pluie. Et en peignant la pluie, je me suis mis à la place de la goutte d'eau. Parce que la goutte d'eau, qu'est-ce qu'elle fait quand elle tombe? Enfin, j'ai imaginé, elle ne tombe pas droit, la goutte d'eau, c'est pas possible, parce que la terre bouge, il y a du vent et tout ça, donc elle tombe forcément, elle fait des grandes spirales ou un truc comme ça, donc j'ai imaginé. Donc j'ai dessiné dessus cette pluie qui tombe sur des cibles en bas, mais qui tombe en spirale, donc j'ai collé par-dessus plein de petits spirales, de petits trucs en spirale. Voilà. Et en fait,
c'est vrai, la pluie tombe vraiment en spirale. Donc voilà. C'était ensuite ce tableau-là, chez le dentiste. Vous voyez, c'est 7 tableaux. 7 tableaux qui sont très différents, qui pourraient être des moments différents de chacun de mes pensées. Par exemple, le premier, c'est je vais chez le dentiste, j'ai mal aux dents, j'ouvre la bouche devant un miroir, et voilà, c'est la forme de la bouche, et je vois ma dent où j'ai mal et tout ça, et la dent, ça ressemble à un morceau de pastel, et je taille un pastel que je colle dessus. Voilà. Je commence comme ça. Ensuite, le G comme Malabar, et en fait, parce que j'ai collé le pastel avec du Malabar, un chewing-gum. Donc le G comme Malabar, vous voyez là, la marque Malabar, comment ça écrit? En fait, j'ai utilisé le G pour en faire le G, comme le G quand on ouvre ou la forme du G de la bouche. Voilà. Ensuite, le tableau suivant, c'est les racines de l'arbre Malabar, parce que j'ai couvert un tableau de Malabar, de plastique, parce que la peinture était, et ça me faisait penser à ces chewing-gums, et j'ai couvert et j'ai imaginé que l'arbre avait les racines de l'arbre Malabar. Enfin, c'était une sorte de mélange de mots comme ça. Et puis, évidemment, les dents, l'arbre à la mara, les dents et tout ça, ça fait penser aux dents de la mer, et la terreur fait déserter les plages. Donc ça devient un scénario, mais c'est pour voir la décomposition des tableaux qui prolifèrent comme ça, qui s'inventent. Alors, les racines, et puis après, cette prolifération, ces petits cubes, qui sont des formes, vous en verrez un à la fin, des petits cubes qui sont des... quand on veut mesurer, je ne sais pas, quand vous êtes au téléphone, ou quelquefois vous faites des petits cubes comme ça. Et en fait, quand vous faites ça de façon exagérée, petit à petit, en faisant des erreurs, ces cubes deviennent des organes. Ils deviennent des formes molles. Ou alors, et en fait, c'est ce passage-là de l'organique ou de minéral à l'organique, je ne sais pas ce qui se passe là, et ça m'intéresse d'en savoir plus. Et cette prolifération-là, je l'ai représentée par ces champignons ensuite, ces champignons qui se mangent les uns les autres. Voilà. Et donc, c'est des champignons, j'ai imaginé, c'est une forme inventée, mais qu'ils se vivent. Et là, il y en a un ici dans l'exposition d'ailleurs, dans un escalier, où là, dans celui-là, j'ai imaginé que les comestibles et les vénéneux sont ensemble. Ils se mangent les uns les autres. Donc, c'est des métaphores, mais peut-être c'est intéressant d'imaginer le monde comme ça. Et puis à la fin, d'avoir ce petit bonhomme vert, qui est un bonhomme qui a mangé beaucoup de champignons. Ce petit bonhomme vert qui a été repris après par plein de... c'est le petit bonhomme vert qu'on voit partout, dans les fontaines et tout ça. D'ailleurs, l'été prochain, il va y en avoir 35 sur le plan d'eau de la Villa Cavrois à Roubaix. Voilà, on va faire gicler le petit bonhomme vert. Et en fait, ce petit bonhomme vert, là, il est flou. Il est flou parce que je pensais à un moment donné qu'il fallait que je représente le monde, parce qu'en fait, entre le corps et l'air, c'est flou, en fait. On fait des cernes, tout ça. Mais après, je me suis dit, c'est idiot de représenter quelque chose de flou, parce que de toute façon, même le trait est flou. Donc, après, j'ai décidé à ce moment-là de dessiner avec des traits noirs. Voilà. Alors là, 1 moins 1 égale 2. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça ici, mais c'est l'idée, c'est une formule que j'aime beaucoup, parce que c'est l'idée que, oui, en fait, je comprends, c'est l'idée que tout ce qu'on fabrique, de tout ça, même que c'est positif, négatif, de toute façon, ça fait partie du même monde. Et donc le 1 moins 1 égale 2, c'est logique pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous avez une autre formule pour ça. Et donc, à ce moment-là, quand j'avais écrit cette phrase-là, je me souviens, j'étais à Glasgow, j'étais étudiant là-bas, et en fait, j'avais travaillé avec un Hans-Ulrich Obrich, je ne sais pas si vous connaissez Hans-Ulrich, et on avait mis en place un livre, une édition d'un livre qui s'appelait Le Où meurt, parce que quand 1 moins 1 égale 2, en fait, on ajoute tout. En fait, voilà. Ensuite, peinture homéopathique. Là, c'était le même désir que dans le dessin d'avant, qui était là, cela, hop, où il y avait toutes ces choses à côté des autres. À un moment donné, je me suis dit, je vais mettre ça dans une sorte de storyboard, avec mettre tout ce que je faisais dans l'année. Parce qu'en fait, je travaille beaucoup. Là, vous avez vu des choses en 85-87, mais dans ce moment-là, j'ai fait 1000 objets. 1000 dessins, parce que moi j'avais, quand j'étais gamin, en fait, je vais reprendre un petit peu ce qui s'est dit tout à l'heure, mais quand j'étais gamin, je me souviens très bien, mon père me disait comme ça, tu verras quand tu auras des enfants. J'ai dit, hop, je veux pas avoir d'enfants naturels. J'ai dit ça à mes parents quand j'avais 13-14 ans, parce que je pensais que j'étais extraterrestre, et qu'il fallait pas, et qu'il y avait d'autres moyens
de se reproduire ou de se diffuser. Voilà, c'était ça. Et il y avait même une phrase que j'avais mis en place, enfin que j'avais créée à ce moment-là, c'était vous avez un corps, diffusez-le. J'aimais beaucoup aussi. Donc voilà, cette peinture homméopathique, c'est une peinture qui représente... C'est une formule que j'ai mis en place jusqu'en 2012 et qui essayait de rassembler tout ce que je faisais dans l'année, avec beaucoup de formes différentes. Je faisais beaucoup d'objets différents. Et là, ici, on voit... Je vais vous montrer là. On voit, il y a plein d'objets. Et ici, on voit oh là, un savon de Marseille. Là, c'est des morceaux de prothèses, des plastiques de prothèses sur lesquels, parce que je pensais que les œuvres étaient des prothèses qui nous permettaient de vivre. Donc c'est des plastiques de prothèses sur lesquelles j'ai dessiné avec des formes particulières. Et là, il y a un savon. Là, il y a le premier prototype qui est le moulage d'alvéoles d'abeilles avec du produit archi souple pour faire voilà. Et ici, à l'intérieur, il y a un petit camion en plastique qui est démantelé. Et il y a là le plus gros savon du monde. Le petit savon. Parce que j'avais le projet... Comme je voulais être justement incernable, parce qu'il y avait beaucoup de formes qui se mettaient en place, comme ça, je voulais être incernable comme une savonnette dans le bain. Mais pour être le plus incernable du monde, je voulais faire le plus gros savon du monde. Donc j'ai décidé, à ce moment-là, de réaliser le plus gros savon du monde. Le plus gros savon du monde, comment faire ça? C'était la fin, je venais de finir mes études. Je n'avais pas beaucoup plus d'argent d'ailleurs. Mais j'avais fait le projet au début avec le mètre carré de rouge à lèvres. Donc je me suis dit, je vais demander à des entreprises qui font du savon. Donc je suis allé voir une entreprise, enfin je suis allé voir 2 entreprises, dont une qui m'a dit comme ça, ok, on y va. On vous offre le savon, à condition que vous travaillez sur une communication interne dans l'entreprise. Je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque, et surtout pour un artiste qui était comme ça, s'engager là-dedans. Et donc j'ai fait ce plus gros savon, 100% biodégradable. C'était une recherche et du chimiste des savons de Marseille. C'est un savon entièrement qui peut complètement... Il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de déchets autres qu'il n'y a pas de métaux lourds, rien du tout. Et donc c'était un savon qui fait 22 tonnes qui est coulé dans une boîte de camion. Et l'idée, c'était... Il est coulé dans une boîte de camion pour pouvoir être transporté. Et donc, l'idée, c'était de sortir encore davantage du milieu de l'art, parce que je pense que le milieu de l'art se nourrit de plein d'autres choses. L'art, c'est vraiment une sorte de... C'est comme l'œuf et la farine, c'est pareil. Et donc, ça doit se nourrir. Donc, l'idée, c'était de faire pendant plusieurs années le tour des centres commerciaux, parce que je pensais que c'était des endroits où on apprenait des choses. Comme on achète des choses, on absorbe. Donc, j'ai imaginé qu'il fallait donner dans les centres commerciaux autre chose que des formes attendues. Et donc, pendant 4 ans, on a fait le tour des centres commerciaux avec ce gros camion, avec la benne dessus, marqué en gros dessus, le plus gros savon du monde. Le titre, c'est traduction. Il faut savoir la traduction, parce que c'est dans le mot, c'est dans le mot, le traduction, c'est comme le transport dans le physique, quoi. Et donc, et à chaque fois, pendant 4 ans, quand il arrivait sur une plateau devant un centre commercial, il y avait une petite communication locale avec les radios, les journaux, tout ça. Et il y avait toujours une 50aine de personnes qui attendaient le plus gros savon du monde. Ça, c'était génial. Ils attendaient, puis tout d'un coup, le savon arrive. Il y avait une heure précise, il arrive. Et les gens disaient, oh, c'est ça. Parce qu'en fait, ils pensaient voir une savonnette genre luxe beauté, quoi. Et donc, mais par contre, c'était du savon. Et on ouvrait les portes et c'était du savon, et ils voyaient que c'était du savon. Marseille, 22 tonnes. Donc ça créait des histoires, et puis à ce moment-là, je me disais, mais il y a aussi cette histoire de confusion entre l'objet, la matière, la forme de l'objet, toutes ces choses-là, le design, toutes ces choses fonctionnelles, tout ça qui m'angoisse en fait. Et en fait, je vais vous montrer une dernière partie de ce plus gros savon du monde. J'ai découvert aussi à ce moment-là, quand on fabrique des choses, c'est qu'il faut les mettre quelque part. Donc il faut les entreposer souvent, hein. Donc quand on est jeune artiste, on ne se rend pas compte, mais après, ça fait beaucoup. Et donc j'ai décidé, mes parents étaient agriculteurs, ils avaient une ferme avec des moutons qu'ils louaient. Ils n'étaient pas des gens, ils n'étaient pas du tout propriétaires. Ils louaient cette ferme, et il y avait un petit terrain dans lequel où il y avait une grange. Donc je commençais à déposer mes tableaux, mes dessins là, et il y avait le plus gros savon du monde qu'on a déposé devant ça. Et puis peu à peu, et à ce moment-là, j'ai décidé que cet endroit,
c'était un endroit où j'avais compris le vivant, les choses qui circulent, l'air, l'eau, les fluides et tout ça. Donc je me suis dit, c'est un endroit qu'il faut que je protège. Parce que derrière tout ça, il y avait l'agriculture industrielle qui commençait à arriver avec les champs de maïs, les tabacs, plein d'autres choses, les bovins, enfin, trucs très très durs comme ça. Donc je me suis dit, c'est pas possible que l'endroit où j'ai grandi soit souillé. Donc je vais le protéger. Et moi, j'étais à une époque où je voulais être libre au maximum, je voulais pas avoir ni de propriétaire, je voulais être complètement joyeux et tout ça, et l'amour et l'eau fraîche. Et donc j'ai décidé que le seul moyen, je me suis dit, le seul moyen que j'ai pour protéger l'endroit où je peux créer quelque chose, c'est de l'acheter. Donc j'ai acheté le territoire autour de la maison. Tout le paysage que je voyais, je l'ai acheté. Je faisais des aquarelles sur la côte, je vendais, et hop, je m'achetais le territoire. Et j'ai commencé à entreposer des choses là. La bulle, c'est une structure qui a été confectionnée par Hans Walter Müller. Hans Walter Müller, c'est un architecte du gonflable. La bulle n'y est plus en ce moment parce qu'elle a été détruite. Mais c'est du plastique, c'est un plastique très épais. Et ça fonctionne avec... mais j'aime beaucoup le concept d'avoir une architecture qui n'a pas de charpente. Donc c'est juste l'air qui le fait vivre. Et c'est extraordinaire. À l'intérieur, puis en plus, c'est très marrant parce qu'il habite, lui, dans une maison comme ça, en bulle, je ne sais pas si vous le connaissez. Et en fait, il habite depuis 45 ans sous cette maison. Et il rentre, il y a un tout petit peu plus de pression atmosphérique à l'intérieur. Donc les animaux, les insectes, tout ça ne rentrent pas, ils sont juste sortis comme ça. Et puis il y a même des histoires de confection, par exemple quand on fait d'une cheminée, par exemple, on peut faire une cheminée, un truc comme ça, parce que en fait la pression fait que la cheminée s'en va, la fumée s'en va. Donc il y a plein d'astuces, d'inventions de nouveaux comportements. C'est ce que j'aime dans ce genre d'architecture. Donc je lui ai demandé de faire la bulle de savon, ce qu'il a fait évidemment avec plaisir. Un petit peu plus tard, 95, 94, on me demandait de faire une exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris. Donc j'avais, à l'Arc à l'époque ça s'appelait, j'ai imaginé faire un Hypermarché. L'expo globale s'appelait 1-1 = 2, parce qu'il y avait d'autres salles. Mais la salle principale, c'était l'Hypermarché. Parce que je pensais, je voyais tous ces objets qui apparaissaient dans mes dessins, dans les peintures homméopathiques entre autres. Et à ce moment-là, j'étais professeur à l'université de Hambourg, donc j'avais des étudiants qui travaillaient sur l'économie de l'art, enfin des choses comme ça. Et on avait décidé ensemble de faire la liste de tous les objets qu'il y avait dans mes dessins. Et après, on avait cherché tous ces objets dans les entreprises et on essayait de les mettre en dépôt-vente dans le musée. Et en fait, évidemment, dans un supermarché, vous n'avez pas... des lions empaillés, ni des boules pour le cirque et tout ce que ce soit là. Et en fait, il y avait tout ça dans cet Hypermarché-là. Et en fait, quand les gens connaissaient bien mon travail, ils avaient l'impression de rentrer dans mes tableaux. Donc ça, c'était un vrai plaisir. Et tout d'un coup, et à la fin, les gens pouvaient acquérir chaque objet à prix coûtant, sans plus-value artistique. Donc c'était une sorte de challenge comme ça qui a fait un moment un peu crucial dans tout le fonctionnement dans l'art contemporain. Et là, peut-être qu'on ne voit pas ici, non, on ne voit pas ici, mais en fait, c'était tous les objets étaient posés sur des tables. Parce qu'en fait, dans les supermarchés, ce qu'on achète le plus, c'est ce qui est au niveau du ventre. Hop, on achète ce qui est là. Donc, c'était les tables. Donc, j'avais dessiné. Et sous chaque table, j'essayais de retrouver l'origine de chaque objet qui était dessus, dans mes dessins. Donc, il y a ça s'appelle les dessous de table. Il y en a 120 comme ça. Ça, c'est voilà, en hommage à notre rencontre. C'était Odor. C'était la Biennale de Venise en 97, où j'ai essayé d'encore trouver d'autres systèmes pour essayer de parler d'art, d'enrichir cette possibilité artistique, culturelle, toute cette possibilité-là, ce truc. Pour moi, c'était vital d'aller voir ailleurs, parce que quand on est jeune artiste, quand on voit des artistes qui ont dans les années 80, des moyens pour faire des œuvres et tout ça, puis on arrive un petit peu après, puis on s'aperçoit qu'il y en a moins de moyens, je dis, moi, j'ai pas envie d'avoir moins, donc je vais voir ailleurs. Donc c'est pour ça que je vais voir les entreprises, j'ai imaginé des télévisions, j'ai imaginé d'autres systèmes de production, des choses comme ça, qui étaient pour partager mon envie de refaire le monde, c'est ça en fait, qu'il soit transformé en un film, pourquoi pas. Et donc cette Odor, c'était le pavillon français où j'avais... Au départ, l'idée était de faire que le pavillon devienne
un lieu de diffusion, mais un radar, mais pas seulement de diffusion. J'avais pris le modèle de la télévision, parce qu'il aussi captait les choses. Donc, de faire pendant les 2-3 semaines de vernissage, de faire des lieux de production de chaînes d'une télévision inventée qui s'appelait Odor, avec les jeux de mots avec l'eau d'or en or, Venise, l'eau qui dort et l'eau évidemment qui pue parce qu'elle a l'odeur. Voilà. Donc voilà, c'était ça en 97. Après, c'était une sorte de reality show un petit peu avant l'heure. Là, encore pour développer d'autres systèmes, j'ai fait de 2001 à 2007 des rallyes. Des rallyes, des sortes de chasse au trésor, parce que je fais beaucoup d'expos, tout ça, mais j'aimais bien aussi développer, de sortir un peu de ces choses-là. Donc j'avais fait, le premier était un rallye à Tokyo. Le principe du rallye était de faire une exposition dans un lieu muséal, avec des dessins, des choses comme ça, et aussi avec des objets qui étaient issus de mes dessins, qui créaient des nouveaux comportements. Vous voyez le petit escalier, là. Le petit escalier, c'est un escalier, si on monte dessus, on descend. Vous voyez, il y avait des objets, il y en a 200 différents comme ça. Il y a aussi un autre objet qui était là, des bonsaïs à la française, là. Hop, voilà. Je sais pas. Il y avait aussi des libérations de bonsaïs, parce qu'en fait, c'était une époque où on offrait, je sais pas si on vous offre des bonsaïs quelquefois, si vous aimez, voilà. Et en fait, on m'offrait ça, puis je ne savais pas quoi en faire, donc je les mettais dans la terre et ça pousse très très bien. Donc il y avait une sorte de club des libérateurs de bonsaïs. Donc tout ça, c'est des attitudes qui créent des POF, j'appelle ça des prototypes d'objets en fonctionnement, qui ont créé des systèmes. Donc l'idée des rallyes, c'était de faire comme une chasse au trésor, c'est-à-dire que vous avez un roadbook au début avec des énigmes et qui vous donne accès à des lieux. J'essaie que ça soit le plus compliqué possible, toujours, pour élever tout le temps. Et puis ça donne accès à des lieux. Puis à ce moment-là, il y avait le premier téléphone portable au monde avec appareil photo. Il fallait faire une photographie de l'objet final et l'envoyer à l'équipe qui organisait ça, au Watarium. Et après, on pouvait avoir la seconde question, et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, c'était un endroit extraordinaire pour faire comprendre, Puis c'était des gens extérieurs au milieu de l'art qui faisaient ça, parce qu'il y avait 500 équipes de 4 joueurs, c'était dingue. Et ça durait 5 jours. Et après, surtout à la fin, contrairement à d'habitude, on donne un objet, là je donne un tableau, pour celui qui gagne. Donc c'est pour ça qu'on voit l'éclat de rire du gagnant ici, avec son tableau dans les mains. Voilà, ça c'est un autre rallye que j'ai fait à La Réunion où il y avait les 2 voitures en avant, parce qu'en fait cette voiture-là était un symbole dans mon travail, parce que c'est 2 voitures avec 2 avants, parce que j'ai imaginé que j'avais créé une société en 80, au moment de Libermarché justement. J'avais une société qui s'appelait UR, Unlimited Responsibility, UR. Parce que j'affirme toujours que l'artiste doit avoir une responsabilité illimitée. Il n'est pas planqué dans sa mansarde, toujours. Il a un engagement qui à vie, qui est même viscéral. Et donc cet engagement-là, il est représenté par cette voiture qui a 2 avants. Parce qu'en fait, on a toujours imaginé qu'on porte les déchets, on en reparle, les déchets au loin, mais comme la Terre est ronde, hop, ça nous retourne dessus. Donc il vaut mieux avoir des voitures à double, comme ça on est déjà au courant tout de suite. Donc parallèlement, évidemment, je fais beaucoup de dessins, beaucoup de choses, parce que j'écris tout ça, je note tout ça, je fais des images de tout ça, je fabrique des objets qui font fabriquer d'autres choses, qui vont fabriquer d'autres prototypes. Et donc ces tableaux-là, c'est des tableaux qui reviennent régulièrement, où j'essaie d'imaginer des formes du monde. Et là, c'est un monde avec des pots de fleurs. On peut imaginer que le monde est refait de pots de fleurs, comme ça. Voilà, c'est une des choses. Un monde magnétique, comme ça. Parallèlement, je m'intéresse beaucoup aux sciences, évidemment, comme on a dit un petit peu tout à l'heure, mais je ne suis pas chercheur, mais j'aime beaucoup être en conversation avec eux. Et là, j'ai travaillé à un moment donné pour l'histoire de la recherche pour la lutte contre le sida. Et donc, j'ai fait une œuvre qui se trouve à la Villette, qui s'appelle l'Artère. Et pour cette œuvre-là, vous savez que dans les commandes publiques, en général, on fait une œuvre dans l'atelier, puis on le reproduit pour l'extérieur.
Et là, j'ai décidé, pour un projet comme celui-là, qui a transformé le monde quand même, qui a transformé beaucoup de nos comportements par rapport à tout ce qui se passe, et même par rapport au virus, parce que le virus, comme on disait tout à l'heure, monsieur disait tout à l'heure, c'était il amène des choses, il nous apprend énormément, en fait, je crois, c'est ça. Et en fait, ce virus-là nous a appris sur nos comportements, et donc j'ai décidé que comme il avait transformé le monde à ce point-là, au lieu de faire une copie d'un objet de l'atelier, de faire 1001 mètres carrés d'œuvres originales sur lesquelles on peut marcher. Donc c'est l'opposé. Donc l'idée, c'est de faire, il y a 16 000 dessins qui sont... Et pour l'occasion, j'ai inventé une technique de céramique, parce que j'aime bien aussi triturer toutes les matières pour défaire un peu les systèmes codés comme ça. Et en fait, cette céramique-là, c'est des céramiques qui ont des formats différents. Et j'ai pris la couleur, bon ça se voit pas bien là, parce qu'il était un peu sale sur le jour de la photo, je pense. La couleur de ma peau ici, quand on prend une prise de sang. Et puis cette couleur-là, on l'a mis sur toutes les céramiques. Et toutes les céramiques sont orientées nord-sud, mais toutes mélangées. Donc on perd le nord, ça nous a fait perdre le nord cette histoire. Et puis je dessine dessus. Au lieu de dessiner et vernir la céramique, en fait, je peins avec une huile et je mets le principe actif du vernis sur c'est une poudre, c'est une silice qui est dessus. Et en fait, ça fait une sorte de vernis sélectif à la cuisson qui permet d'être antidérapant en plus. C'est génial. C'est un truc super. Et donc, c'est un endroit où vous pouvez y aller. C'est un endroit où l'idée, c'est aussi de faire une information gratuite, accessible pour tous, sur toute l'histoire du sida. Et donc, il y a toutes les infographies, les infos autour de ça, très facilement accessibles. Et il y a toujours des activités autour de ça. Ça devient un lieu vraiment de pèlerinage, en fait, pour beaucoup de communautés, d'ailleurs. Un autre projet que j'ai fait avec l'Institut Pasteur, que j'ai rencontré, des chercheurs, avec Olivier Schwartz, entre autres, que j'ai rencontré au moment de la confection de l'artère, on avait décidé de redévelopper ce lien entre les artistes et les scientifiques. Donc, et on voulait faire une exposition, des choses comme ça. Puis après, on s'est dit, bon, on va commencer par le début. Hop, du jour au lendemain, on a décidé de faire une petite exposition dans l'Institut Pasteur, en plein été, comme ça, pour les gens qui étaient là. Et donc, on a fait, ça s'appelait Pasteur Spirit. Parce que Pasteur était au départ, c'était un pastelliste. Il faisait des pastels, des portraits, des amis de son père. Et en fait, quand il faisait j'imaginais, enfin, j'ai extrapolé comme ça, quand il faisait le pastel, vous savez ce que le pastel, c'est de la poudre. C'est une petite poudre très très fine. C'est comme là, cette poudre-là, vous voyez. Et en fait, quand on fait avec le doigt, eh ben, ça fait des belles nuances, tout ça. Et en fait, j'ai imaginé qu'il a pu concevoir le microbe avec le pastel. Donc, on peut imaginer ça. Et donc, il a développé tout ce qu'il a fait après, bon bref. Et puis, on a fait donc une exposition là-bas. Puis après, à la fin de l'exposition, ils étaient en train de construire un nouveau bâtiment qui s'appelait le bâtiment François Jacob. Et ils voulaient une œuvre, mais ils n'avaient pas les moyens. J'ai dit, écoutez, on va faire une œuvre quand même. Et donc, j'ai imaginé une œuvre qui s'appelle Sans gêne, pour recommencer, Sans gêne. Et moi, je suis extraterrestre, donc tout va bien. Et puis, donc, ce Sans gêne est un mur en porcelaine peinte qu'on a fait à Sèvres, et qui fait 20 mètres de haut, 10 mètres de large, où je raconte plein d'histoires, des mélanges. Le carreau de céramique, de porcelaine, entre autres là, c'est aussi pour rappeler aussi la paillasse, les anciennes paillasses des chercheurs, et puis la page du croquis pour l'artiste. Donc ce lien-là était évident. Et puis alors j'ai fait plein de références à des éléments de l'époque de Pasteur, avec le pendule de Foucault, avec les cellules bulles, ou l'astrophysique, l'astrologie, enfin tout était mélangé dans ce dessin. Et vous pouvez y aller, il suffit de téléphoner, vous pouvez le voir, cette œuvre, il n'y a pas de problème. Et c'est une œuvre qui est assez riche, et on ne peut pas la voir en entier. D'ailleurs, on n'a pas de photo, vous voyez, cette photo-là est complexe, là. Donc voilà, ça c'est des dessins comme je peux faire souvent, avec des recherches d'équilibre comme ça, et puis ça donne quelquefois des objets comme celui-ci, qui est une balance à 3 plateaux. Parce que cette balance est venue à un moment donné où il y avait cette idée comme ça, cette ambivalence entre le bien, le mal, le 1, 0, un truc comme ça. Le côté binaire, tout le temps, c'était un peu
il me manquait quelque chose. Il me manquait toujours la troisième possibilité. Donc je me suis dit, tiens, j'ai dessiné cette balance à 3 plateaux. Et c'est un objet qui n'existe pas du tout. Comme il y a d'autres comme ça, ça c'est un POF, voilà, ça c'est typiquement un POF. Et il y en a un autre aussi objet qui n'existe pas, on a fait des recherches dans l'histoire de l'humanité, et en fait c'est un masque. Alors, je pourrais faire un dessin, mais vous voyez, ma tête comme ça, puis en face il y a une tête qui se touche le nez comme ça. Et ça, j'ai fabriqué le masque, et quand on fabrique le masque, il est là, il faut faire avec. Et c'est très marrant parce qu'en fait ça crée une situation très inattendue. Et ce masque-là, il n'existe pas non plus dans l'histoire de l'art. Voilà. Donc c'est d'après des objets que je fabrique, qui sont là, comme le ballon carré. Je ne sais pas si vous connaissez cet objet. J'avais fait un ballon carré en 98, au moment de la Coupe du Monde de football. Il y avait c'était au moment justement où je décalais tous les éléments, comme ça j'allais voir dans d'autres milieux. Et il y avait la FNAC, à l'époque, qui voulait faire un objet pour parler du football sans en parler. Donc il lance un appel, un projet, dans des agences de communication, et j'ai eu vendre ce projet-là. Et donc j'ai fabriqué un ballon carré. Et tout d'un coup, quand il est fabriqué, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est comme le savon, c'est pareil. Hein. Et donc j'ai présenté ça, et donc ça a été, on a fait une campagne toute française totale, avec tous les magasins et tout ça. On a fait des ballons carrés partout, et on a fait une équipe des empêcheurs de tourner en rond avec André Poutman, Jeanne Moreau, tous ces gens-là qui faisaient une équipe de ballons carrés. Donc c'était assez drôle. Puis après, ce qu'il faut faire, c'est comme la balançoire ou le bonsaï. Après, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et en fait, moi, je les installe dans les expositions, et les expositions deviennent à ce moment-là des endroits où on fait quelque chose en plus que de regarder. Ça, pour moi, c'est un moment très important que ça se développe d'autres systèmes de notre corps. Donc le ballon carré, on a commencé à faire des jeux de ballon carré, et puis après on a inventé un jeu qui s'appelle le push corner, où le ballon carré se joue au coin, il faut le mettre au coin, dans une salle avec le public au milieu, sur une pyramide, et le public étant là, le public étant comme ça, le jeu est là, les gens qui sont là ne voient pas ce qui se passe là, donc ils s'informent. Donc c'est une sorte de vision du monde, c'est l'inverse du stade, où on a l'impression que le monde est là, alors que là, le monde est autour de nous. Voilà. Et je pense que ça nous montre le... Et puis alors après, ce que j'ai développé, c'est que sur les murs, ça devient des écrans. Donc il y a toujours sur les murs, il y a inscrit, donc c'est là où est l'information, inscrit tout ce qui se passe dans le jeu. Voilà. Et il y a toujours deux arbitres qui ne doivent jamais se voir, par contre. Enfin bon. Et puis le jeu, c'est mixte, 4 équipes de 3 joueurs, et c'est ultra violent. C'est dingue. Parce que tout le monde se pousse, s'écrase contre les murs, c'est dingue. Là, une autre, Inhumain immortel. Je ne savais pas que vous alliez parler de ça tout à l'heure. Et donc, c'est génial. Et donc, cette peinture homéopathique, c'est la dernière que j'ai faite, qui était en 2012, qui s'appelle Inhumain immortel. Voilà, c'est des mots, c'est des mots qui celle-ci, c'est un moment donné où justement il y a tous ces objets, ces dessins et tout ça, et cette abstraction, cette composition de formes qui viennent les unes. Et puis j'essayais toujours de terminer par une forme. Et là, la forme qui apparaissait, c'est cet arbre avec cette jambe, vous voyez. Et c'était au moment où il y avait voilà, c'était au moment où la vallée commençait déjà, semée 20 ans avant, qui commençait déjà à pousser. Donc il y avait cette histoire-là, cette forêt où on pouvait marcher, on pouvait s'inspirer, on pouvait vivre avec, on pouvait manger le paysage même. Et donc vous voyez, il y a le masque ici. Il y a un petit masque, il y a plein d'éléments. En général, sur ces tableaux-là, les peintures homéopathiques, il y a tout ce que je fais dans l'année. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, et ça fait une sorte de storyboard très complexe. Donc voilà, ça c'est la peinture homéopathique. Puis après, un autre paysage, ça c'est un autre tableau qui représente l'idée quand on veut créer une image, son image, et on invente les moyens de créer son image. Donc on invente des outils, on invente des matériaux, on invente des fonctionnalités. C'est comme nous, on est dans des pays quand même où on a comment s'appelle, des saisons. Donc on passe d'une saison à l'autre pour se protéger de ce changement. On crée des choses en permanence, on crée tout le temps quelque chose. Donc cette créativité-là, il faut la porter. Mais par contre, ça transforme souvent le paysage. Donc là, j'ai imaginé que le pétrole était une des façons de transformer le paysage.
Voilà. Hop. Après les peintures homéopathiques, j'ai commencé toute une série une façon de représenter les choses. Ça, c'était ce qu'ils appellent les paysages biographiques. Ça, c'est le paysage biographique, c'est mon paysage biographique. J'ai imaginé le paysage qui représente ma vie. Okay. Donc, voilà, c'est un tableau en général qui, oui, je vais vous montrer en gros. Ce tableau, il fait 3 mètres de haut là, mais là c'est l'endroit où je peux faire pas plus. Donc là, ça sert à rien. Donc après, j'ai décidé que les paysages géographiques ne seraient pas plus que ça. Voilà. Donc là, c'est moi, comme ça, une sorte de personnage comme ça. Et au départ, il y a le mètre carré de rouge à lèvres, il y a tous les éléments, il y a plein d'histoires, tout ça, des trucs qui reviennent en arrière, des interrogations. Et puis il y a des sortes d'allusions un peu complexes qui vont dans tous les sens, une sorte de voilà. Et donc ça crée un paysage. Et quand je mets en place ce paysage-là, en fait, ça représente l'endroit où je suis né. Donc il y a toujours ce double chose. C'est un paysage qu'on invente, mais qui existe déjà. Donc en fait, moi je pense qu'on invente le paysage dans lequel on est. Mais enfin bon, voilà, c'est ça. Et la suite, c'est la vallée. C'est la vallée où mes parents enlevaient les moutons au départ. Et il y avait une 50aine d'hectares, et puis j'ai acheté le terrain, mes parents n'exerçaient plus déjà. Et puis de ce paysage-là, je voulais l'enrichir. L'enrichir parce que c'était un paysage un petit peu pas très intéressant, où il n'y avait pas grand-chose. Donc j'ai voulu l'enrichir en donnant le maximum d'informations. Donc je venais avec des graines, je posais les graines, je mettais les graines. Et puis à un moment donné, j'ai dit, bon, on va faire une forêt, parce que la forêt, c'est un endroit où on apprend des choses. Parce qu'on ne va pas dans les champs pour apprendre quelque chose. Dans une forêt, on y va, on se promène et on apprend des choses. Donc j'ai commencé à imaginer avec mon père, qui m'aidait beaucoup à ce moment-là. Et donc on a commencé par planter des arbres. Dans un champ, avec une source d'ailleurs. Et donc, et puis j'ai dit, ça me va pas du tout. Planter des arbres, il y a un truc de truc trop difficile, trop dur. Je pense que c'est un truc qui est déraciné, qui est posé là, quelque chose qui va pas. Et moi, depuis enfant, je me semais des graines d'arbres, des graines de cormier, des graines des glands, des graines de séquoia, des choses comme ça. Je semais toujours des arbres. Et je voyais que ça poussait, moi. Donc je ne voyais pas pourquoi on ne devait pas continuer à faire ça. Donc j'ai décidé, et j'ai insisté, et on a commencé à semer des arbres. Mais pour semer des arbres, il fallait trouver les graines. Les graines en France, même dans le monde entier, c'est très réglementé. Vous savez ça. Et donc pour retrouver des graines, c'est pas une chose simple. Maintenant, on en a de plus en plus avec l'ONF, avec Villemorin, des choses comme ça et puis on arrive plus facilement à en avoir. Et puis donc j'ai commencé à semer les graines, mais on peut l'enrichir de d'autres graines. Alors moi j'avais des gens qui savaient que j'avais besoin de graines, donc j'avais des gens qui m'amenaient 1 kilo de graines de Douglas par exemple. Puis je voyais les graines pas tout à fait toutes pareilles, donc c'était un peu étrange. Donc après on sème, on mélange avec tout le reste, et tout d'un coup ça fait des arbres inattendus, on va dire. Et donc il y a plein de choses qui sont arrivées, plein d'informations, et tout d'un coup la vallée est devenue, après 25 ans, un endroit très agréable avec de la fraîcheur, plein d'animaux qui reviennent, des champignons. Avant il y avait 2 sortes de champignons, c'était le rosé, le coulmel et la veste de loup. Maintenant il y a tout, il y a tout. Et donc c'est absolument génial. Après il faut se méfier, mais et puis il y a tout plein de fruits, et puis ça devient un endroit aussi de repos, de paisible, où on apprend des choses en permanence. Dans cette vallée, j'essaie de l'augmenter, puis j'essaie de faire en sorte que mes voisins fassent la même chose que moi. Donc quelquefois, je donne des graines, par exemple. Donc il y a d'autres choses. Je donne des graines, et puis à un moment donné, je fabrique une nouvelle économie aussi. Donc, parce que mes voisins sont des gros propriétaires terriens avec des gros tracteurs et tout ça, et qui gagnent pas forcément beaucoup d'argent. Et je fais en sorte que l'équipe qui travaille sur la vallée, en fait, gagne autant d'argent que les autres avec ce qui se produit. Donc c'est une économie qui se met en place, c'est très récent, c'est encore fragile, mais il y a une chose qui se passe, et en fait, pourquoi pas? Donc voilà, après, ça va peut-être pas forcément être fort dans la balance commerciale française, mais peut-être, pourquoi pas, il faut voir. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place, qui m'intéressent, tout ça, voilà. Un autre tableau qui est le paysage biographique. Là, je me suis déplacé. J'ai déplacé la recherche des formes paysage biographiques de quelqu'un vers le paysage biographique de la terre et du pétrole, entre autres.
ce paysage graphique qui fait la hauteur que je vous ai dit tout à l'heure, c'est des murs entiers, parce que j'aime beaucoup l'idée que ce soit un mur entier. Parce qu'à un moment donné, j'avais imaginé une maison qui grandisse en fonction des œuvres que je fais. Donc on peut imaginer ça. Hein. Donc il y en a beaucoup, là, il y en a 24 000. Il y a plusieurs salles, divisé par 4, ça fait quoi? 6 000. Voilà. 6 000 salles, ça serait génial. Donc voilà, bon, après, il y a plein de choses comme ça avec ce soleil qui nous brûle comme ça, et on fabrique, on ressort de la terre, on remalaxe les choses, et on imagine que, intellectuellement, que le soleil est rentré à l'intérieur de la terre. Peut-être. Un autre tableau, voilà, c'est là où on va parler un peu de mes héros. Et en fait, c'est les hyper-héros. C'est facile d'avoir un nom comme ça, hein, c'est génial. Et en fait, ce hyper-héros, c'est des choses auxquelles je m'identifie. Au tout début, quand j'ai commencé vraiment à travailler, je voulais être un sport de champignons. Parce que le sport de champignons, le sport des champignons, c'est quelque chose qui s'envole, qui va très loin, et puis qui peut, enfin, on imagine qu'il peut retomber dans des milliers d'années et puis se transformer immédiatement. Je trouvais ça génial. J'adorais cet extraterrestre, hein, toujours. Puis après, je voulais être champignon. Là, en fait, il se chevauche. En fait, tout ce tableau-là, en fait, représente une sorte de narration de tous mes héros au moment où ils sont apparus. Plus ou moins. Il y a peut-être des inversions après, mais c'est pas très grave. Et en fait, ce personnage-là, ce champignon, après, il y a le contorsionniste. Un petit bonhomme violet, là. Contorsionniste, quand on peint, surtout des grands formats, contorsionniste. Le petit bonhomme vert, parce qu'en fait, c'est à chaque œuvre, à chaque fois qu'on fait une œuvre, en fait, on a l'impression de renaître quelque chose, de faire c'est une pousse, c'est un bourgeon très vert comme ça. Les fantômes, parce qu'il y a plein de fantômes en permanence dans les œuvres, il y a plein de choses qui nous habitent en permanence. Le Père Noël, parce que j'adore faire des cadeaux. Voilà. Le binôme, j'adore rouler. Voilà. Et puis j'aime bien cette forme qui a absorbé son comportement. Je trouve ça intéressant. Ça, c'est les croyances, les croyances religieuses, scientifiques, sociales, avec la robe de Paris à la fin. Toutes ces croyances-là, ça fait une sorte d'ensemble qui s'appelle la valse hystérique. Alors il y a tous les vêtements entre. En fait, tout ça, c'est des vêtements. Hein. Voilà. En dessous, il y a le petit bonhomme bleu ici, qui est un bonhomme qui a eu beaucoup de chocs. Il est plein de bleus comme ça, qui est un peu à l'origine de ce petit bonhomme vert. Et puis le greenie, là, c'est le petit bonhomme vert qui a grandi. Ici, après, il y a l'homme cellulaire. Parce que je me suis imaginé à un moment donné où j'avais plein de cellules. J'ai imaginé mes cellules. Donc les cellules, et puis quand j'ai dessiné ça, en fait, ça fait comme des bulles. Mais ça fait comme des bulles, mais ça fait comme une armure aussi. Donc il y a à la fois ce côté extrêmement fragile et ce côté extrêmement puissant, ou protégé. Le squelette qui danse, parce que il y a cette idée que, une phrase que je disais toujours, c'est que la vie ne s'arrête jamais, mais elle se déplace. Et donc cette forme de le squelette qui danse, c'était quand j'étais au Mexique, quand je travaillais sur l'artère, avec toutes les céramiques. En fait, j'avais monté un atelier au Mexique pour travailler sur ces céramiques-là, parce qu'on ne trouvait pas ça en Europe. Il y en avait une entreprise en Italie, et ça prenait la production d'une année, donc c'était trop. Donc on est allé au Mexique, et donc il y avait toute cette histoire autour de la mort dansante. Voilà. L'homme éponge, parce qu'en fait, quand on est artiste, on absorbe tout comme ça. Donc on est éponge. Mais en même temps, tous ces héros-là, c'est aussi sûrement quelques-uns de vous ont ces héros-là comme héros à eux aussi. Vous voyez, donc c'est des héros en commun. Donc c'est aussi pour montrer qu'on n'est pas tous entiers, mais on a des bouts des autres. Teddy Bear, ça, c'est moi, Teddy Bear. Le cannibale, parce qu'on se mange les uns les autres. Le puzzle, parce que c'est un peu plus sexy. Et puis le chemical body, parce qu'on absorbe tellement de médicaments, de cochonneries, tout ça, on a l'impression d'être chimique quelquefois. L'arbre qui marche, parce que l'arbre, quelquefois quand on avance, on a l'impression d'avancer tellement lentement qu'on n'avance pas plus qu'un arbre. On va très doucement comme ça. Parce que les arbres bougent un tout petit peu. Quand on met les graines, c'est flagrant. Quand on met 2 graines sur une rangée comme ça, ça fait comme ça. Binus. Alors Binus, c'est la poubelle. Et en fait, Binus, c'était je vais vous expliquer un peu plus longtemps, parce que, en fait, c'était l'idée
quand on est... quand on jette quelque chose, les déchets, c'est toujours une inquiétude. Pour moi, c'est des choses qui... déchets, il faut le recyclage, tout ça, cela. Et en fait, il y a une chose aussi, c'est qu'on jette toujours la même chose, tout le long de sa vie. On a le même fonctionnement on jette toujours les mêmes choses. Donc, quelqu'un jette ça, quelqu'un d'autre jette autre chose. Et ça m'a interrogé sur notre comportement. Peut-être que la poubelle, c'est nous en moins. Nous, c'est comme les œuvres de Pistoletto, les objets en moins. Nous en moins. Et en fait, c'était intéressant de regarder les poubelles, ce qu'on jette, pour nous retransformer. Et en fait, peut-être qu'il faut, pour nous changer nos attitudes, il faut changer nos poubelles. Et des choses comme ça. Donc j'avais imaginé, pour ça, en 2012-2013, faire une sorte de jeu vidéo, ou un jeu, dans lequel on apprend d'autres comportements, avec tous les prototypes. Donc ce jeu pouvait être dans un jardin réel, mais aussi dans un jardin de Scotch-Brite, parce que quand on gratte comment ça s'appelle, la vaisselle, c'est tous les déchets qui s'en vont. Donc le Scotch-Brite représentait pour moi un élément qui permettait ces déchets-là. Et donc, j'ai imaginé faire l'arborescence du jeu vidéo, ou de l'application, voilà, ça dépend, en Scotch-Brite. Et avec l'idée que le Scotch-Brite représentait les buissons, et le jardin dans lequel il était représentait un jardin à la française. Parce que l'esprit français, je pense que l'esprit numérique est tellement français que c'était une façon de les mettre en rapport l'un avec l'autre. Donc ça, c'est un des projets, on en parlait tout à l'heure, mais ça, c'est une chose qui va se mettre en place, parce qu'en fait, cette arborescence, je l'ai déjà. L'application, on peut la mettre en place assez facilement. Et l'idée, c'était de planter un jardin entièrement de ça et de faire un événement dans un lieu avec du Scotch-Brite. C'est des déchets, les Scotch-Brite, c'est tous les restes de plein de trucs. Et après, l'idée qu'à la fin de l'exposition, que tout le monde puisse prendre son Scotch-Brite et qu'il n'y a plus d'expo. Voilà. C'était ça l'idée. Bon, après, il y a plein d'autres objets. Ça termine par le pantin, mais il y en a un autre de plus qui s'appelle le Gyroa, qui est une girouette qui, quand elle tourne, en fait, on change de sexe. Elle change de sexe. Donc ça, voilà. Là, c'est une autre chose, c'est un drapeau du monde, toujours cette idée de remettre tous ensemble. Et en fait, je me suis aperçu qu'en regardant toutes les couleurs des drapeaux du monde, en fait, ça fabriquait une sorte de paysage. Des bleus, du ciel, des bleus au fond de la terre, à des verts et tout ça, si on prend en ligne comme ça. Puis après, quand on mettait tous les symboles de chaque drapeau, en fait, ça crée un paysage. Un vrai paysage avec beaucoup d'animaux, énormément d'étoiles, des étoiles partout, quelques arbres, très peu, mais par contre très peu d'humains. Il y a un seul tableau avec des humains dessus. C'est lequel? Un seul drapeau. Oui, c'est des drapeaux, ça. Un seul drapeau. C'est pas facile. Non. Un drapeau, hein. Pas un drapeau d'une nation nationale. Un tout petit pays. Pardon? Libéria? Non. C'est le Belize. Le Belize. Le Belize avec justement un humain blanc, un humain métis qui vont dans la forêt couper un arbre. C'est drôle, hein? Donc ça, c'est la vallée, c'est pour vous donner des indications sur le projet de la vallée, avec la vallée comme elle est. Là, c'est tous les ateliers, tous les endroits les résidences où je fais plein de choses comme ça. Et là, vous avez des vues de la vallée avant et après. Mais ça, c'était le début. Il y a encore plus de choses maintenant. Salgado a tout copié. Pardon? Sébastien Salgado a tout copié. Oui, mais lui, il plante, je connais bien. Il a planté. Je lui ai dit, mais pourquoi tu plantes? Et il n'avait jamais pensé à semer. Là, ben voilà, tenez. Avant, vous voyez des toits verts là-bas. Vous voyez? Les toits verts. Ça, c'est la bergerie, c'est là où il y a les moutons. Et c'est l'ancienne douane l'ancien octroi de l'endroit là qui passait pour passer la rivière. Et en fait, ça ici, vous voyez un préau vert aussi que j'ai mis devant la Fondation Cartier pendant l'expo de l'année dernière à la vallée, où j'avais transformé la Fondation Cartier en école, parce qu'il y avait cette idée aussi dans
dans l'artère, dans le projet de la vallée. Toutes ces choses-là, c'est des endroits aussi où on apprend des choses en permanence. Il y a toujours beaucoup d'informations. Et donc, de transformer un lieu d'exposition en lieu d'école, je trouve ça important parce que les tableaux, en plus mes tableaux ne sont pas des tableaux qui sont autoritaires, qui disent une seule chose. Ils font plein d'éléments. Il y a plein d'éléments. Il y a des débuts de phrases qu'il faut qu'on termine tous. Voilà, c'est ça l'idée. Donc c'est une œuvre qui est toujours en mouvement. Alors, vous voyez, ça c'est un de mes ateliers où il y a des tableaux que je fais avec les moutons, souvent. Vous voyez l'évolution du tableau. Et puis là, après, vous voyez le tableau au fond, là-bas, dans la salle d'expo, à la Fondation Cartier. Alors ça c'est une autre salle avec justement, on parlait de nos cadavres. Et en fait, là, c'était un bonhomme de terre que j'avais fait à l'Institut Pasteur en 2010. Et j'avais mis ça avec toutes les... on laissait tomber toutes les graines qu'il y avait dans l'Institut Pasteur. Et en fait, il y a des graines qui poussent, repoussent en permanence. Et je le mets régulièrement dans mes expositions. Et il repousse en permanence, et donc c'est un bonhomme de terre, comme ça, qui est là depuis longtemps. Sauf une fois, je l'ai présenté à Moscou, et ce bonhomme de terre, il est revenu sans terre, il y avait juste le squelette. Alors je me suis demandé si c'était vraiment le squelette que j'avais mis au départ, je n'étais pas sûr. Voilà. Vraiment, c'était très impressionnant. Il n'y a aucune explication. Après, c'est difficile de demander à des moscovites. Hein. Après, là, c'est le projet de toute la vallée, parce qu'en fait, c'est un lieu où je mets en place, parce que je pense comme un artiste on existe par des œuvres, par nos prothèses, par notre épigénétique culturelle, c'est ça? On pourrait dire ça. et en fait, cette forme, j'ai toujours pensé qu'un artiste devait exister aussi par des lieux qu'il invente, par les lieux qu'il crée, lui. Moi, j'étais très impressionné quand j'étais gamin de voir les œuvres de comment il s'appelle, de Facteur Cheval, pas l'idéal, ou alors des choses comme les jardins de Tinguely et de Niki de Saint-Phal, puis à l'étranger avec des trucs de James Turrell, Donald Judd, tous ces lieux créés par des artistes où tout d'un coup on rentre dans un autre monde. Et pour moi, c'est la chose à quand on est artiste, à mettre en place son truc là. Et en fait, quand j'ai décidé d'acheter le paysage quand j'étais plus jeune, pas petit, mais plus jeune, et de faire en sorte que ça soit un lieu où je mets en place cette invention de paysage et puis ces objets. En fait, je crée celui-là où j'ai envie de partager, et surtout, pas seulement de façon autoritaire où j'impose mes trucs, mais je le fais avec tous les voisins. Tous les voisins sont au courant en permanence de ce que je fais. Et ça, c'est important avec les écoles aussi. Des écoles qui viennent en permanence faire des cours où il y a beaucoup d'informations auprès des enfants. Et les enfants, ils voient des œuvres et ils sèment des graines, tout le temps. Et ça, c'est pour moi, c'est vital. Et donc, il y a cette vallée qui se met en place, qui s'agrandit petit à petit. Et puis la grande maison, vous voyez en bas, c'est la maison où j'habite, avec plein d'arbres autour. Et puis j'ai décidé, il y a un grand mur qui entoure ce parc, où j'ai décidé de faire une énorme fresque où je raconte toutes ces histoires, toutes ces choses-là. Là. Et en fait, et puis petit à petit, en fait, ça devient magnétique cet endroit. Tout arrive. Un jour, le maire du petit village en haut, à Château-Guibert, me dit, voilà, il y a une église, on ne sait pas quoi en faire, elle est en train de tomber, qu'est-ce qu'on peut en faire? Je dis, je sais. Et donc, j'ai imaginé de faire, peut-être on va voir la vidéo après, et de faire un lieu, je me souviens très bien quand j'étais gamin, on n'était pas du tout croyants avec mes parents, mais moi je suis allé à la messe quelques fois, et puis j'entendais le son de cette église, c'était hallucinant. Donc, j'avais souvenir de là, et j'ai dit, mais moi je veux faire une œuvre qui sera toujours dans l'église, sur tous les murs, le sol, le plafond, faire ma forêt imaginaire, voilà, toujours continuer ça, et d'en faire un lieu où on pourra écouter des voix du monde entier qui viendront là pour chanter, ou des enfants du coin qui pourront chanter, crier comme ils veulent, et enfin des choses comme ça, de faire de ce lieu-là un lieu comme ça. Donc c'est en train de se faire, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, mais c'est en train de se mettre en place, dans 2 ans ça sera fait. Donc c'est une chose qui est très lourde, mais qui va être très intéressant. L'autre, vous voyez, il y a les halles qui sont là. Le haut de village à côté, il y a 6 km entre les deux.
de l'autre village à côté. Donc, on m'a demandé d'imaginer quelque chose pour ces halles qui sont un lieu où on avait des halles autrefois qui ne fonctionnent plus. Et j'ai décidé que ce lieu-là, on pourrait manger ce qui est récolté dans la vallée. Et le midi, pour tout le monde, maximum, pas cher du tout, avec tous les produits archi-locaux, et de faire en sorte que le soir, ça soit un lieu où on apprend des choses, soit du codage, soit du dessin, toutes les choses, tous les moyens d'expression. Voilà. Donc c'est en train de se faire aussi. Et parallèlement, un petit peu au-dessus, mais c'est pas dessiné, un petit peu au-dessus, il y a un monsieur qui a fait depuis 20 ans, il a récolté plein d'objets agricoles. Il a un musée entier avec 50 tracteurs, les masseuses-batteuses en bois, enfin tout. Il m'a dit, ben voilà, il n'y a qu'une personne qui peut l'acheter, c'est vous. Donc je vais m'occuper de ça et de faire justement un lien avec les agriculteurs du coin pour développer tout plein de projets autour de l'idée de la formation agricole. Donc tout ça, ça se met en place et c'est un lieu qui devient... Il y a des carrières, mais en fait, dans ces carrières qui sont au milieu, là où j'ai dessiné, au départ, je pensais mettre sur les renforts de la carrière un lieu où je pourrais présenter, où je pourrais faire des œuvres comme ça. Mais en fait, on s'est aperçu que dans la carrière, il y a un lieu de reproduction des loutres. Et il y a il y a un triton, il y a une sorte comment ça s'appelle, de chauve-souris extrêmement rare qu'on trouve là aussi. Et puis, comment ça s'appelle, les grenouilles agiles. Et puis, trois sortes de plantes qu'on ne trouve que dans cette vallée-là. Donc, protection, c'est génial. C'est génial, j'adore l'idée. Donc, on peut, et on est autour de ça, puis l'endroit est merveilleux, parce qu'à un moment donné, quand je voulais aller voir, je rentrais, passais par des trucs, puis je suis rentré dans ce... C'était génial, on voyait des renards comme ça, et on voyait des cormorans, de toutes sortes d'animaux, c'était absolument extraordinaire. J'ai dit, bon, écoute, on va les laisser tranquilles, et on est parti. Les halles, donc avec toutes les verrières, là, vous voyez les petites halles. Et Marie-sur-Lesse, et puis l'autre, c'est le château Guibert. Et donc toute la vallée entre, c'est chez moi en fait. Et là, c'est des verres, ça c'est aussi une autre technique, parce qu'en fait, quand j'ai appris à faire ce verre fondu sur la terre, pour l'artère, en fait, j'ai mis en point une technique aussi de faire du verre fondu sur du verre aussi, qui enlève l'histoire du métal, vous savez, dans les vitraux, là, il y a du métal qui coupe. Et en fait, là, on fait tout d'un seul, il n'y a pas besoin de métal, c'est une technique qui est très, très agréable à travailler. Voilà, c'est des formes d'arbres. Je ne sais pas si c'est peut-être un peu beaucoup, là, ce que je vous montre, non ? Beaucoup de choses. Là, ben voilà le tableau qui est ici, avec un rassemblement de deux tableaux. Il y en a un au fond que j'ai fait en 2015, où c'est un arbre avec un trésor en dessous, avec la monnaie. J'avais fait ça pour le projet de la monnaie de Paris, un projet. J'imaginais la monnaie comme une pièce d'échange, comme une cellule souche. Une pièce de monnaie, une cellule souche, c'est la même chose, un peu. On peut la transformer en plein d'autres choses. Et puis après, cette histoire de cet arbre, ce pommier qui était une sorte de métaphore de notre façon de vivre, en fait, une sorte d'arborescence comme ça. Puis on a plein de fruits, et puis quand le fruit tombe, il se transforme en autre chose. Voilà, c'est ça. C'est en cerise, là, en l'occurrence. Et là, c'est le tableau initial. Et là, c'est la transformation de cet arbre, justement, qui est là. C'est joli, non ? Et puis, et là, c'est une balance pour le G20. J'avais fait ça pour l'histoire de l'équilibre monétaire international. Et là, à cause des formes qui se balancent, je me suis dit peut-être que l'entier aussi, c'est peut-être les formes qui lient les choses entre elles, peut-être. Peut-être un nuage, une ombre, une île, un trou d'eau, peut-être c'est les mêmes formes comme ça. Et il y a plein de choses comme ça. Puis après, il y a des tableaux avec des grands conforts modernes, j'appelle ça, qui sont tous ces cubes comme ça, qui sont en prolifération en permanence. Et en fait, quand on fait ça, on pense à autre chose. C'est assez, voilà, c'est une sorte de moment un peu étrange comme ça. Je pourrais en continuer encore plein de... Voilà. Puis après, de ce tableau qui s'appelle Incarnation, qui représente aussi notre façon de... En fait, on est entier, et puis, ou un groupe, et puis tout d'un coup, il y a une information qui vient, qui défait le groupe, qui coupe le groupe en morceaux. Et puis après, une autre information qui recoupe et en fait, on n'a pas le temps de se coller en même temps. Puis à un moment donné, ça devient du steak haché. Et il n'y a plus rien qui retient tout ça. Et je me suis dit, peut-être que c'est... Donc j'ai créé un objet qui représente une sorte de cage. D'ailleurs, ça c'est le dessin du projet. Il n'y a pas de flèche, mais c'est une cage dans laquelle il y a des hachures dans un sens, des hachures dans l'autre sens, comme ça. Et en fait, quand on rentre là-dedans, on est haché en permanence. Voilà.
Et puis là, pour terminer, un je sais numéro 5 avec, pour parler de cette unité du vivant. Voilà. Voilà, j'espère que Merci beaucoup. vous avez été clair. J'ai une vraie question. Oui. Alors c'est intéressant parce que c'est un projet qui concerne les communs. Enfin, je suis particulièrement intéressé par dans ce que je dis là, je parle vraiment de la vallée, de cette vallée augmentée. Oui. Il y a vraiment un écho avec Salgado, dans tous les cas, ce qui est très bien, c'est une bonne chose. Le rapport au commun, c'est quoi? C'est je possède, je partage, c'est je mets en partage sans qu'il y ait de question de possession, c'est il y a un bénéfice commercial à un moment parce qu'il faut vivre ou il n'y a pas besoin. Quel est votre rapport à tout ça? Au départ, j'ai acheté ça pour être sûr que ça soit, que justement que les autres n'envahissent pas. Voilà. Donc puis après, petit à petit, j'ai repéré des gens autour de moi qui travaillent, qui aiment ces paysages, qui savent faire des choses. Ce que je fais, moi, avec mes assistants, alors je ne sais pas si ça va paraître un peu étrange, mais j'achète des maisons et ils habitent là. Et c'est chez eux, tout de suite. Et puis après, je leur donne un salaire, à tous, et tout ce qu'ils gagnent en plus, c'est à eux, de la vallée. La vallée est à eux. Je ne gagne rien de la vallée, moi. D'accord ? Et je mets ça en place de façon systématique avec tous ceux qui travaillent dans la vallée, parce que je pense que c'est une façon de trouver d'autres façons de faire de l'économie avec ça. Je sais pas du tout où ça va mener, j'en sais rien, mais je partage ça comme ça, voilà. Et puis je soutiens ça vraiment. Et puis ça va être tout le temps. Il y a combien de personnes? Il y a 5 personnes. Qui vivent de ça en plus. Mais ça fait des très beaux salaires d'ailleurs pour eux. Mais en fait, ça permet, ce qu'on a calculé depuis 2 ans, ça permet, moi je pourrais même enlever leur salaire. Ils gagneraient pareil. Ils font quoi? Ils s'occupent des moutons, du bois, il y a beaucoup de jardins, des vergers, choses comme ça, donc il y a tout plein de produits en fait. Voilà. Et des visites. Maraîchage. Puis là, on développe beaucoup là ensemble. Et vous en avez discuté au départ ensemble? Je mets ça en place avec eux en fait. Hein, voilà. Donc c'est pas du tout, je suis pas tout seul. Même si j'accompagne, moi, je veux que ça donne un modèle pour mes voisins. Parce que je vois bien mes voisins comme ils sont malheureux souvent. Parce qu'en fait, ils sont dans des systèmes très fermés, où ils n'arrivent pas à se développer, où ils n'ont même pas la culture de ça. Donc, même, j'ai fait travailler avec des écoles là, récemment, où il y avait des écoles d'agriculteurs, en plus, où là, ils ont une demi-heure de culture générale par semaine. Mais c'est dingue, français compris. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, ça, quand on sait ça, enfin, pas toutes les écoles, il y a des écoles autres qui sont, mais celles qui sont soutenues par la FNSEA, entre autres, eh ben, c'est ça. Et donc, ce système-là, ben, il faut. Quand j'avais ces gamins qui venaient, puis que je leur permettais de dessiner, faire des choses avec eux, ben, c'était génial. Puis, on n'imagine pas qu'un agriculteur, ne sachant même pas imaginer d'autres paysages que celui qu'il a. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Et comment ils reçoivent ça, les agriculteurs? Comment ils reviennent à vous Un par un. Un par un. Pas en groupe. Pas en cachette, exactement. Oui. Question technique que je vais poser au début, mais quelle est la taille de l'échantillon de couleurs que vous mettez qui est toujours le même? L'échelle, ouais. Ouais, l'échelle. Ça. 25? À peu près, ouais. Ça, c'est des tableaux qui font 3 mètres par 2. Alors moi, je m'intéresse, votre œuvre, elle est super conceptuelle en fait. Et c'est un concept qui est hyper en lien avec l'économie. Oui. Alors je me demandais si vous connaissiez Bernard Maris et si vous intéresse. Alors vous ne connaissez pas Bernard Maris, ce sera intéressant. Ah oui. Je crois. Il est mort, il faisait partie de l'équipe de Charlie Hebdo, donc il a chiné par Platini. Et c'est quelqu'un qui est un des rares économistes à penser la philosophie de l'art, la générosité de l'art,
et a pensé l'économie d'une façon totalement différente de presque tous les économistes, mais il était néanmoins au conseil d'administration de la Banque de France jusqu'à sa mort. Je suis frappée par les échos, mais c'est peut-être le travail de cet après-midi. C'est l'articulation entre les exposés qu'on a eus hier après-midi de Roberto, de Marc-André ce matin, et le rapport entre les objets vivants et non vivants. Alors, vivants et non vivants, c'était hier, vous n'étiez pas là, mais je trouve qu'il y a des liens s'agissant de l'unité du vivant qui se regroupent, qui s'interpellent, qui demanderaient un travail. Parce qu'il y a effectivement dans les dispositifs qu'on voit des objets vivants, dont on a postulé hier qu'ils devraient se développer, et les objets qui ne le sont pas, dont on devrait diminuer l'intérêt, etc. Donc je ne sais pas comment lire ça, parce que ça va trop vite, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Mais en fait, les objets vivants sont des objets aussi qui peuvent être faits par les autres aussi. Voilà. C'est pas des objets qu'à contempler, c'est des objets aussi à fabriquer, à refabriquer. Déchets, enfin, il y a pas mal de choses qui sont à rapprocher. À mettre en lien, ça sert à créer des liens en fait. Voilà. Les objets du vivant. Mais ça, c'est quand artiste contemporain, on est quand même. Il y a beaucoup de choses à développer. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire exploser. Et ça, c'est une chose auquel je m'attelle depuis 30 ans, 40 ans, hein, c'est vrai. Moi, j'adore parler. Et d'ailleurs, maintenant, je fais systématiquement sur les dessins, les tableaux. Je fais systématiquement des vidéos où je présente. On est sur du multimédia, mais là aussi, c'est un multimédia. C'est très important aussi de le partager. Mais c'est marrant, j'ai retrouvé, juste avant l'expo, j'ai retrouvé une vidéo que j'avais faite d'un de mes premiers tableaux qui s'appelait PLSTK, plastique. Et c'était un tableau où je raconte l'histoire des bottes en caoutchouc. Parce que des bottes en caoutchouc, elles ont pleines de terre, elles sont sales, mais qu'est-ce qui est plus sale, la botte en caoutchouc voilà. Et donc ça recommence l'histoire comme ça, et en fait ça termine par le tableau qui est couvert de plastique où j'ai marqué PLSTK comme un chemin, comme ça. Et voilà, et je raconte l'histoire en 45 minutes, j'ai la vidéo, ça c'était génial de retrouver ça, j'avais 25 ans.